Le groupe parlementaire MAPAR procédera d'ici peu à la destitution de certains de ses membres, confie ce jour Nev Raouldine. Nicolas Randjenassoul, député élu à Bétchouk, actuellement conseiller technique du président de la République, est considéré par ses pairs comme un vil flagorneur. Il faudra 3 ans à la sucrerie Camplan de Madagascar au Sucoma pour se redresser. Les opérateurs chinois demandent un dédommagement de l'État. De son côté, le ministre de l'Industrie Jules Etienne explique la part de responsabilité des propriétaires de l'usine dans cette affaire. Et enfin, hier soir, à partir de 22h et pendant 24 heures, le trafic aérien devrait être totalement à l'arrêt en Belgique. La grève touche également d'autres moyens de transport. Aucun train ne circule depuis hier soir, tant sur le réseau national que sur les liaisons avec l'étranger. Les professionnels de l'aviation protestent contre la politique d'austérité du gouvernement. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce journal. Bienvenue à tous. Le groupe parlementaire MAPAR procédera d'ici peu à la destitution de certains de ses membres, confie ce jour Nev Raouldine. Les lignes de fracture flagrantes. Nicolas Randjenassoul, député élu à Bétchouk, actuellement conseiller technique du président de la République, est considéré par ses pairs comme un vil flagorneur. Randjenassoul n'est dubitatif, les divergences au sein de son camp sont flagrantes après la démonstration de force de la supposée opposition le 11 décembre dernier. Le député Nicolas Randjenassoul agite la menace d'un déballage sur des affaires brûlantes de la transition. Le député de Bétchouk détiendrait des preuves irréfutables qui pourraient mouiller l'ex numéro 1 de la transition. Le contenu de ce dossier n'est pas encore révélé. Il serait l'arme fatale pour cette aile déviante du MAPAR. Mais selon Pierre Holder, la formation de différents fronts au sein de ce groupe parlementaire ne signifie en aucun cas éclatement. De son côté, Nev Raouldine affirme que le bureau politique du MAPAR ne va pas rester les bras croisés. Il confirme qu'une destitution à l'encontre des députés déviants est en vue. Des preuves laisseraient entendre que certains ont été corrompus. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prédispose les députés à appartenir à un groupe parlementaire et à être liés au règlement intérieur de ce dernier. Il faudra 3 ans à la sucrerie Camplan de Madagascar au Sucoma pour se redresser. Les pertes matérielles sont évaluées à 1,7 milliard d'ariars selon les techniciens. Les matériels qui ont eux aussi subi de dégâts s'évaluent à 80 millions de dollars. Les opérateurs chinois demandent un dédommagement de l'État. De son côté, le ministre de l'Industrie Jules Etienne explique la part de responsabilité des propriétaires de l'usine dans cette affaire. Reportage. 1250 tonnes de sucre ont été pillées dans la sucrerie de Mourndave la semaine dernière. Les pertes matérielles sont estimées à 1,7 milliard d'ariars selon les techniciens chinois.
Il faudra attendre jusqu'en 2017 pour que la Sukoma se redresse. Les opérateurs propriétaires de la Sukoma demandent un dédommagement de l'État après les événements de la semaine dernière. La représentation chinoise a déjà manifesté son mécontentement après les événements de la semaine dernière. Cette situation pourrait avoir une conséquence négative sur les relations diplomatiques entre les deux pays. 20 ressortissants chinois sont travailleurs au sein de la sucrerie de Mourndave. 700 malgaches font tourner les machines toute l'année. De cette industrie dépend également la survie de 2000 employés saisonniers. Selon Patrick Ravoy-Viarson, directeur général de l'industrie, les négociations avec les propriétaires de l'usine ont été difficiles. L'entente qui devait permettre aux ouvriers saisonniers de bénéficier d'un statut d'employé permanent a été rompue par les Chinois, ce qui a, selon toujours le directeur général de l'industrie, provoqué ces incidents meurtriers. Les investisseurs demandent l'emprisonnement des employés malgaches. Le ministre rassure que l'enquête est en cours. La Sukoma crée annuellement 1700 emplois directs et indirects. 17 000 tonnes de sucre sortent de l'usine chaque année, une production estimée à 93,5 millions de dollars. 1600 mètres cubes d'alcool sont également produits à Mourndave. Madagascar n'a que 6 mois pour l'exécution de la migration numérique, plus précisément l'instauration de la télévision numérique terrestre. La répartition des marchés autour de cette migration reste encore un suspense. Seuls les postes téléviseurs TNT sont marchandés dans les magasins d'appareils électroniques, cela avec un prix élevé. Le choix des opérateurs œuvrant dans ce domaine revient au gouvernement. Mais une question se pose, les opérateurs malgaches saisiront-ils les opportunités sur les échanges durant la migration numérique? Et c'est un reportage d'Olive Anchignal. De grands opérateurs internationaux ont déjà fait preuve de leur volonté à collaborer sur la migration numérique. Après StarTimes, il y a quelques mois, arrive Eutelsat la semaine dernière. Qu'en est-il des opérateurs malgaches ? Les termes de référence de l'opération sont déjà envoyés au gouvernement par le comité de la migration numérique. Ce dernier est donc en attente de l'aval. L'instauration de la TNT offre un large éventail de marchés, tels que les puces électroniques, les décodeurs, les pylônes, ainsi que le poste téléviseur lui-même. 90% des postes téléviseurs exposés dans les magasins font encore partie des anciens modèles. Seuls 3 commerçants sur 12 aux alentours d'Analakel et Petite Vitesse vendent des télés numériques terrestres. Au minimum, elles valent dans les 1 500 000 ariary. Les décodeurs et les puces ne sont pas visibles dans les marchés. Chaque foyer, fan des émissions télévisées, ont donc à préparer au moins 2 millions d'ariary pour s'en offrir une. 17 juin 2015, c'est la date prévue pour la migration numérique de Madagascar. La question se pose si ces 6 mois suffiront pour mettre en place les TNT dans le pays. 2000 rondins de bois de rose stockés à Rintabé, au nord de Mananar, sont au cœur d'une opération illicite. Cette situation est due à l'absence d'un système efficace, dénonce Atelm Ramparan, ministre de l'Environnement. L'État attend l'avis du CITES sur la gestion de ces stocks à Pronton. L'atelier d'élaboration d'une politique de lutte contre les crimes, contre la biodiversité, s'est déroulé ce jour au DLC à Anoussi. Michel Aranardon. L'affaire Bois de Rose met de nouveau à Mananara Nord et Marouantseach en effervescence. Selon les dernières informations de la Lance Vargas, 2000 rondins saisis et stockés à Rantabé au nord de Mananara Nord sont menacés d'exportation illicite. Un bateau est actuellement amarré à Nkigabé, deuxième port de Marouantseach. Ce bateau a déjà été signalé dans une affaire de Bois de Rose. Le mois de juin dernier, explique Angendri Aman, coordonnateur national de l'AVG. Concernant la gestion des stocks de bois de rose, l'État devait défendre son plan national de gestion devant la CITES ce mois de décembre. Selon le ministre de l'Environnement Atelm Ramparan, une première ébauche de cette politique nationale a déjà été envoyée à la CITES. Les dispositions de nos lois sont fragiles, rendant l'élaboration d'une politique nationale difficile.
En ce qui concerne les bois de rose, la stratégie nationale reste floue. Le décompte de ces stocks de bois de rose devait être finalisé depuis le mois de juillet 2014. Leur vente était prévue au mois de février 2015, mais actuellement tout reste au statu quo. Le secteur primaire accapare 25% du produit intérieur brut. Il ne participe pourtant qu'à hauteur de 5% des recettes fiscales. Pour 2015, la Direction générale de l'impôt compte augmenter le volume des impôts générés par le secteur primaire et le secteur informel. Pour l'exercice 2014, les résultats sont loin d'être satisfaisants. Hilda Asnzou. En 2014, le taux de réalisation des recettes fiscales au terme de l'exercice 2014 est de 84,7%, un taux insatisfaisant selon le ministre des Finances et du Budget, Jean-Razaf Njavounan. Dans un contexte de sortie de crise, la perception des impôts est considérée comme un harcèlement. La Direction générale des impôts a également constaté une hausse considérable de l'incivisme fiscal. Pour 2015, il faut atteindre 1791,47 milliards d'ariars. Et pour cela, 4 nouvelles dispositions sont fixées par la Direction générale des impôts. En matière d'impôt sur le revenu, l'exonération de l'IXA, impôt sur le revenu salarié assimilé, des tranches de revenus inférieures à 250 000 ariars. Il y a aussi la généralisation de l'impôt sur le revenu intermittent pour résoudre le problème de lutte contre les secteurs informels et aussi le problème de déductibilité des charges difficilement identifiables. Et au niveau de la TVA, il y a l'exonération de poussin d'un jour, ça a été un retour à celle d'avant, et aussi l'assujettissement à la TVA des marchés publics effectués par des non-assujettis. Le secteur primaire à lui seul contribue à 25% du produit intérieur brut. Pourtant, il ne participe qu'à hauteur de 5% de la recette fiscale. Des mesures seront donc prises pour impliquer davantage ce secteur, ainsi que l'informel. Selon les explications du directeur général des impôts, les secteurs financiers et banquiers sont les plus importantes sources de recettes fiscales. Un pic de l'incivisme fiscal a été constaté en 2014. La conjoncture de sortie de crise n'a pas facilité la tâche. Pour 2015, la Direction générale des impôts travaillera davantage avec la douane, selon les recommandations de la délégation du Fonds monétaire international, dernièrement en visite à Madagascar. Le délestage dans la ville de Tuamasin sera résolu dans 3 jours. 5 nouveaux groupes commandés au mois d'avril dernier viennent d'arriver. 6 milliards d'ariars ont été dépensés pour leur acquisition. De son côté, le Bianco a ouvert une enquête au sein de la Jirama. Kaetan Gislav. 5 groupes électrogènes acquis par le biais d'une coopération entre Ambatfi, Madoto et le gouvernement malgache sont destinés à mettre fin au problème de délestage dans la ville de Tuamasin. Ils ont atterri à Ivat très tôt ce matin. Selon Mohamed Rachid, président du conseil d'administration de la Jirama, ils sont estimés à 6 milliards d'ariars. Si l'approvisionnement en électricité reviendra à la normale à Tuamasin, le cas des autres régions, notamment celui d'Antananarivo, reste dans l'expectative. Aucune date ne peut être avancée, indique Irland Raveloarsan, ministre par intérim de l'énergie. Actuellement, les coupures sont récurrentes, leur durée varie de 30 minutes à plusieurs heures par jour. Et on passe aux actualités internationales. Une grève nationale contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement de droite paralyse la Belgique ce lundi. De l'aéroport de Bruxelles aux hôpitaux fermés, sauf pour urgence. Les professionnels de l'aviation protestent contre le programme du gouvernement qui prévoit des économies de 11 milliards d'euros sur 5 ans. C'est un reportage de France 24. Certains passagers n'en croient pas leurs yeux et immortalisent le moment. L'aéroport de Bruxelles se trouve à l'arrêt. Aucun vol n'est assuré ce lundi. Cette grève nationale et l'arrêt des activités de Belgocontrol affectent tout l'espace aérien belge. Ça veut donc dire qu'ici à Brussels Airport, nous avons 600 vols qui ont été annulés avec un effet sur 50 000 passagers. Dans les gares, même constat, le mouvement de grève a été très suivi.
Les syndicats belges sont unis contre le programme d'austérité du gouvernement de droite qui prévoit 11 milliards d'économies. Depuis dimanche soir, les transports sont paralysés. Thalys, TGV et Eurostar restent à quai, tout comme les passagers. On pensait qu'on pourrait prendre un train tôt ce matin malgré la grève. On a des réservations là où on doit aller et donc tout ça perturbe un peu nos projets. Conséquence, il faut prendre son mal en patience et certains ont un peu plus l'habitude que d'autres. Un peu surprise évidemment, mais bon, en France on a l'habitude des grèves aussi, donc moyennement surprise ça va. En Flandre comme en Wallonie, aucun autobus, tramway ou métro ne devrait circuler. Des manifestants tentent même de bloquer les routes. Ils condamnent la politique économique du gouvernement. Les grandes entreprises établissent des structures financières au Luxembourg. Les grandes familles passent des accords avec les autorités fiscales pour payer moins. Une entreprise peut être vendue pour des milliards sans payer un centime d'impôt. Tout ce manque à gagner est réalisé sur le dos du peuple. Ce n'est plus possible. Les manifestants reprochent aussi au gouvernement de vouloir mettre un terme aux revalorisations salariales qui s'opèrent en rapport à l'inflation. Une rencontre avec les autorités est prévue dans la semaine pour tenter d'apaiser les tensions. La police australienne a donné l'assaut contre un homme armé retranché avec plusieurs otages dans un café du centre de Sydney en Australie. Selon les médias australiens, le suspect est Manharon Moniz, un réfugié iranien qui a déjà été condamné pour agression sexuelle et qui a envoyé des lettres d'injures aux familles de soldats tués à l'étranger. C'est un reportage de France 24 toujours. L'homme sur ces images pourrait bien être le preneur d'otages du café Lint de Sydney. Depuis 10 h du matin, heure locale, plusieurs membres du personnel et clients de cet établissement sont retenus en otage à Martin Place, le quartier des affaires au cœur de la ville australienne. En plus de 10 heures de crise, seuls 3 hommes et 2 femmes ont pu sortir du café. Ils vont maintenant aider la police à mieux comprendre la situation. Bien sûr, les otages qui ont été libérés vont travailler avec nous pour nous aider à nous assurer que cette situation finisse bien. De cet homme, on sait peu de choses. Il affirme toutefois avoir posé 4 bombes dans Sydney, 2 dans le café et 2 autres à des endroits indéterminés de la ville. Mais aucune de ces revendications n'a été dévoilée pour l'instant. On ne connaît pas encore les motivations du forcené. On ne sait pas s'il a des motivations politiques, même si, évidemment, il y a des signes qui indiquent que c'est le cas. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il a exigé des otages qu'ils tiennent ce drapeau en évidence. On peut y lire la Shahada, la profession de foi des musulmans. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. L'Australie est la cible des islamistes, notamment en raison de son engagement aux côtés des États-Unis dans la coalition anti-djihadiste qui bombarde les positions de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Et bien évidemment, après ces actualités internationales, c'est le moment où je vous rappelle les points qui ont marqué ce journal. Le groupe parlementaire MAPAR procédera d'ici peu à la destitution de certains de ses membres, confie ce jour Nevra Ouldine. Nicolas Randjenassoul, député élu à Béchouk, actuellement conseiller technique du président de la République, est considéré par ses pairs comme un vil flagorneur. Et puis, il faudra 3 ans à la Sucoma pour se redresser. Les pertes matérielles sont évaluées à 1,7 milliard d'ariars selon les techniciens. Les matériels qui ont eux aussi subi de dégâts s'évaluent à 80 millions de dollars. Les opérateurs chinois demandent un dédommagement de l'État. Et enfin, les 2000 rondins de bois de rose stockés à Rintabé, au nord de Mananar, sont au cœur d'une opération illicite. Une situation due à l'absence d'un système efficace, dénonce Atel Mrin-Paran, ministre de l'Environnement. L'atelier d'élaboration d'une politique de lutte contre les crimes contre la biodiversité s'est déroulé ce jour au DLC à Anoussi. Et pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Restez avec nous dans un instant après Carols. Suivez votre série Perception ainsi que 2 films, Horns et le projet Blair Witch. C'était le journal, merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain, toujours à partir de 20h45. Excellente soirée à tous, à demain.